Merci beaucoup Catherine. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup au docteur Henri aussi, à Pauline, à tous les intervenants de SPS. J'ai encore parlé de vous hier en formation à Albertville. J'ai évoqué la Maison des soignants parce qu'il faut la faire connaître. C'est une initiative vraiment importante dans le contexte actuel. Voilà. Donc effectivement, j'ai un peu modifié le titre que m'avait proposé Catherine. Je vous propose un mental sain dans un corps sain. En fait, c'est la traduction littérale. Traduction littérale. Il faudrait me permettre juste de partager mon écran pour montrer quelques images, si c'est possible, après. Voilà, je le dis voilà, à Gauthier, s'il veut bien me laisser la main pour le partage d'écran tout à l'heure. Donc, un mental sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano. Alors, vous le savez bien sûr, mais je le rappelle à toutes fins utiles, c'est tiré de la 10e satire de Juvénal, bien sûr, l'auteur romain. Et le contexte, rapidement, parce qu'il est intéressant pour nous, c'est que Juvénal fait un peu la morale à ses contemporains et leur dit qu'il faut arrêter d'implorer les dieux. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de maison des soignants, donc on se tournait vers les dieux pour aller mieux, pour la consolation, pour le mieux se sentir, le mieux vivre, etc. Et donc, il dit clairement, Juvénal, arrêtons d'implorer les dieux. Et voilà la phrase complète. Ce qu'il faut implorer, c'est un mental sain dans un corps sain. Vous voyez? C'est-à-dire que aide-toi, le ciel ne t'aidera pas, si je puis dire. Voilà. Ou bien aide-toi d'abord si tu veux vraiment que les dieux te soient favorables. Voilà l'idée. Mens sana in corpore sano. Mens en latin, en effet, veut dire le mental, en traduit par un esprit sain dans un corps sain. Mais mens, c'est littéralement le mental. Et j'expliquerai cette différence esprit-mental tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, en Grèce comme à Rome, du reste, il y a toujours cet équilibre nécessaire entre un corps sain et un mental sain, un esprit sain. On le trouve notamment chez Platon. Je ne vais pas faire le catalogue, ce serait fastidieux, mais on le trouve chez Platon. Vous savez, j'ai entendu la fin de la discussion sur le féminisme et l'absence de parité. Mais Platon, lui, pour un auteur du 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, est très paritaire parce que lui propose, et il prédit que ça sera vu comme un scandale, d'admettre les femmes dans les gymnases. Vous voyez? Parce que, pourquoi un scandale? Parce qu'on était nus dans le gymnase. Donc voilà, hommes et femmes, un gymnase mixte. Un rêve pour nous autres, soit dit en passant. Donc, pour Platon, il faut absolument un entraînement physique assez poussé pour les gardiens, ce qu'il appelle les gardiens de la cité, en même temps, parallèlement à une formation philosophique, dialectique, vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut à la fois une ascèse sportive et intellectuelle. Je rappelle que le mot ascèse vient du grec askésis, qui veut dire l'entraînement physique au départ. Et c'est un terme aujourd'hui qui veut dire seulement l'entraînement spirituel ou mental, l'ascèse. Vous voyez, c'est un terme qui a changé de sens, et c'est significatif ce changement de sens. Vous voyez, c'était d'abord quelque chose qui est relatif au sport, on va dire à l'activité physique, plus qu'au sport. Alors, en même temps, en Grèce comme à Rome, vous voyez, il n'y a pas ce que j'appellerais le sportivisme, c'est-à-dire un culte du corps déspiritualisé. Vous voyez, juste entraîner son corps, un peu comme on peut voir dans les salles de sport, où les gens, vous savez, admirent leur corps dans le miroir. Il y a des miroirs pour s'admirer, dès qu'on a un peu de muscles, n'est-ce pas? Donc là, c'est un culte du corps finalement désanimé, déspiritualisé, un corps réduit à une simple façade, si on peut dire. Et on échappe au deuxième accueil aussi, qui est l'ascétisme, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la mortification ou le rejet du corps. Voilà. C'est là où la coupure de mens et corpore, vous voyez, la coupure du mental et du corps, devient effectivement extrêmement pathologique. Vous voyez l'idée que soit on investit uniquement le corps, soit on investit uniquement l'esprit. Et pour vous donner un exemple, je vais faire le premier partage d'écran, mais pour vous donner un exemple euh, de, ce, de, cette, de cet écueil, voilà, on peut parler de Leni Riefenstahl. Vous connaissez certainement Les Dieux du Stade. Vous avez sans doute vu ce film, en tout cas entendu parler de ce film. Voilà, il faut que j'essaie d'aller sur, voilà, sur mon image. Poum, poum, c'est pas ce que je voulais montrer. Je vais y arriver. Je veux juste que j'enlève ça. Tac. Euh, bon, pourquoi j'arrive pas à enlever ce... Attendez, un petit souci technique. J'y arrive. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à enlever le... Attendez, je vais aller sur la page d'abord, ce sera plus simple. Et ensuite, je fais le partage.
Voilà. Leni Riefenstahl, comme vous le savez, dans Les Dieux du Stade, vous vous souvenez peut-être du générique, ou vous pouvez le voir en tout cas, générique des Dieux du Stade. On voit les corps ariens, bien sûr, très musclés, très physiques, et il n'y a pas de son. Vous voyez, c'est intéressant, c'est une parodie en fait des jeux grecs. Ils ne sont pas tout nus déjà, vous savez, ils ont un pagne, c'est quand même pas, on ne peut pas être tout nu sur un film des années 30. Ils ont déjà un pagne, mais il n'y a pas de son, vous voyez, on n'a pas besoin de son parce que c'est le culte du corps seul, d'accord? Alors, vous voyez, je vous ai exhumé un petit texte de Swedenborg, qui est un auteur occultiste du 19e, Les Arcanes Célestes, vous le voyez, je pense. C'est un passage très intéressant pour nous, vous en verrez la référence si vous voulez, où il explique qu'on ne peut pas séparer le mental du corps. Voilà, il reprend cette idée de mental sain dans un corps sain. Regardez l'exemple de la nourriture, par exemple, qui est très intéressant. Chacun doit s'occuper de son mental pour la nourriture. Vous voyez, si on parle de la nourriture, simplement d'un point de vue physiologique, d'un point de vue corporel, on ne voit pas évidemment toute la force, toute la caractère pesant des projections mentales sur la nourriture. Vous voyez, comme vous le savez, nous sommes tous peu ou prou orthorexiques aujourd'hui à cause de la pression, de la minceur, à cause des doutes sur ce qu'on mange, à cause de le rejet de l'alimentation carnée, etc. Donc voilà, le mental joue un rôle au moins aussi important que le physique dans la nourriture. On le sait bien, manger n'est pas juste un acte physiologique ou un besoin primordial, c'est aussi bien sûr un besoin spirituel. C'est aussi quelque chose, une nourriture pour les yeux et l'esprit. Voilà, vous voyez, dans l'exemple de la nourriture. Et là, regardez la phrase clé, celui qui s'occupe de son corps seulement pour le corps et sans penser à la santé du mental, et celui qui s'occupe de son mental pour des choses qui n'appartiennent ni à l'intelligence ni à la sagesse, mais qui sont opposées, cela veille mal à leurs intérêts éternels. Vous voyez, bon, c'est un auteur spiritualiste, mais l'idée est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a une séparation, vous voyez, qui est très grave, très onéreuse, très lourde de conséquences entre le mental et le physique. D'accord? Alors, évidemment, il est impossible de séparer réellement le corps du mental, le physique du psychique. On ne peut pas les séparer réellement parce qu'on mourrait, n'est-ce pas? Mais il y a la possibilité d'une autonomisation du mental. Le mental peut se séparer illusoirement du corps, c'est-à-dire négliger son corps, tourner le dos à son corps, si j'ose dire, et vivre sa vie propre en quelque sorte. Et ça sera ça la source, je pense, je vous expliquerai, de toutes les pathologies mentales dont vous avez dû parler aujourd'hui. Pour expliquer ça, je fais un petit détour par une notion tirée de la philosophie hindoue, la philosophie indienne, qui est le samskara. Je vais vous montrer le mot tout de suite, qui est une notion très intéressante que je ne peux pas expliquer en détail parce qu'il faudrait au moins 2 heures pour expliquer dans sa complexité cette notion. Mais je simplifie, j'en tire juste ce qui est intéressant pour nous. Voilà, vous avez ici le mot samskara en sanskrit, sankara en pali, d'accord, les langues de l'Inde. Qu'est-ce que c'est les samskaras? Les samskaras, pour moderniser un peu la notion, ce sont nos projections mentales. Ce sont les constructions psychiques qui viennent nous rendre la vie difficile, vous voyez, qui viennent nous compliquer la vie. Ce sont des images mentales, je dirais, rémanentes, un peu comme les images, vous savez, qui restent dans la rétine après éblouissement, n'est-ce pas? Des images mentales rémanentes qui reviennent nous obséder, qui s'imposent à nous, non invitées le plus souvent. Voilà, vous connaissez sans doute, je pense, la belle chanson de Bernard Lavilliers, Idées noires, chantée avec Nicoletta puis avec Catherine Rager. C'est ces idées noires ou ces idées fixes qui renvoient bien à ces projections mentales. Alors, pour en dire juste un mot de cette notion qui est très, très importante, très, très riche en Inde, pour l'Inde, c'est un résidu du karma. C'est-à-dire, vous savez que nous traînons avec nous tous les péchés, enfin toutes les fautes de nos vies antérieures. Donc, les samskaras, ce sont en quelque sorte les résidus mentaux non évacués. Alors, oublions le contexte bouddhiste, appliquons-le à notre contexte. Ça veut dire que quand je rentre chez moi du boulot, quand je rentre chez moi après une année difficile du Covid, etc., où j'étais dans l'adaptation, l'urgence, et j'accuse enfin le coup, vous voyez, toutes ces choses non évacuées, toutes ces constructions psychiques qui sont en quelque sorte enquistées, qui sont en quelque sorte qui refusent de s'évacuer, qu'on n'arrive pas à digérer, qu'on n'arrive pas à évacuer. Il y a des médecins
dans le public. C'est ce que je pourrais appeler une diverticulite mentale. Vous voyez, c'est l'accumulation de petites choses qui devraient s'évacuer, mais qui restent figées là, qui s'enquistent. Eh bien, tous ces résidus-là reviennent me hanter, reviennent m'obséder. D'accord? Voilà l'idée, vous voyez, je pense très claire, de construction psychique parasitaire, samskara, de projection mentale qui m'empêche finalement d'être en adéquation avec mon corps. Vous voyez, le mental ne s'émancipe pas réellement du corps, parce que ça signifierait mourir, mais le mental tourne le dos au corps. Et le mental peut vivre sa vie propre. Pensez à ceux qui souffrent d'insomnie, par exemple. Pensez à l'insomnie comme exemple d'incapacité de récupérer, alors que le corps réclame du sommeil, bien sûr, de plus en plus pressamment. Incapacité de récupérer parce que le mental bloque cette disposition physiologique. Voilà. Donc, vous voyez comment le mental, on peut tomber vite dans une pathologie, entre guillemets, mentale, si on laisse le mental se séparer, illusoirement, mais se séparer, tourner le dos au corps. Voilà. J'espère que ce petit détour par l'Inde est clair. On arrive ainsi à une situation de dyspepsie, je dirais, c'est-à-dire d'incapacité de digérer, vous voyez, de métaboliser l'expérience. L'expérience demeure, elle refuse de passer, et elle revient sous forme de répétition stérile, c'est-à-dire non traitée. Les choses se répètent, les images reviennent telles quelles, et je n'arrive pas à avancer. Vous voyez, je pense que c'est une réalité auquel SPS est confronté régulièrement chez des soignants en souffrance. Donc, si j'adapte cela à notre époque, deuxième petite partie de mon exposé, si j'adapte cela à notre époque, on peut ajouter d'autres choses par rapport aux projections mentales de notre enfance, dont parlent les samskaras, par rapport à des choses vécues mais non digérées, etc. On peut ajouter les obsessions de notre époque. Je dirais qu'à cette autonomisation du mental participe aussi cette idéologie du moment, qui a une prise bien sûr sur notre mental. Je vous donne un exemple très simple qui vous concerne certainement aussi, qui vous fatigue dans la rue, partout, c'est l'éthique de langage. Vous avez certainement remarqué que depuis 2-3 mois, tout le monde dit du coup en permanence, pour toute chose. Du coup, on peut dire que du coup, du coup, du coup, du coup. Alors, moi, je m'interroge toujours sur cette épidémie d'un mot, comment un tic de langage prend chez dizaines de milliers de gens. Eh bien, on peut l'expliquer par la force de l'apport collectif inconscient. Vous voyez? C'est-à-dire que ça s'agit sur notre mental directement, d'un point de vue inconscient, donc on ne le voit pas, mais nous sommes évidemment perméables, vous le voyez, à la pression collective. Nous sommes perméables à une atmosphère délétère au travail, à l'hôpital. Et donc, cette perméabilité fait que des choses impersonnelles, des choses qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de l'extérieur, viennent polluer mon mental. D'accord? Alors, vous connaissez bien sûr le surmoi de Freud, qui renvoie un petit peu à cette idée, mais il y a une autre notion qui est moins connue, que je vous suggère de regarder, qui est très intéressante. Elle est proposée par Gunther Anders, qui est le grand philosophe qui a critiqué le nucléaire dans les années 50. Gunther Anders parle de surliminal, par analogie avec le subliminal. Comme vous le savez, le subliminal, ce sont ces images rapides que le cerveau voit, mais pas consciemment, mais qui restent justement dans la mémoire du cerveau. Si on l'analyse, si on fait une hypnose, le cerveau a évidemment vu cette image, mais il ne l'a pas vue consciemment. Il a enregistré l'image sans la voir, sans la voir réellement. Il l'a vue du coin de l'œil, si je puis dire. Et donc, le surliminal, par opposition au subliminal, ce sont toutes les choses qui nous dépassent cette fois. Ce n'est pas des images d'en dessous, sub, mais c'est des images d'en haut, qui viennent d'en haut, pression collective, et qui pèsent sur notre mental. Vous voyez? Et je dirais, par exemple, pêle-mêle, pour ne pas être long là-dessus, le culte de la performance. Voilà quelque chose qui est de surliminal, qui pèse sur nous. Nous devons être performants. La dictature de la minceur. Il faut être mince. Même ceux qui affectent de s'en moquer pensent évidemment malgré tout à cela. Il faut faire attention à son alimentation, j'en ai déjà parlé. Le jeunisme, il faut se montrer jeune, etc. Voilà. Donc, toutes ces attentes, ces projections de l'époque pèsent bien sûr sur notre mental. Vous voyez, donc nous sommes perméables bien sûr à cette idéologie du moment qui nous empêche peut-être d'être en adéquation avec notre corps. Elle nous sépare, elle nous fait tourner notre dos à notre corps.
Alors, j'applique ça aux soins très rapidement. On sait aujourd'hui que le mental des soignants, j'ai pu encore le constater hier, donc formation à Albertville, il y a 4 ans encore, j'avais 35 personnes. C'est une conférence annuelle, donc il y a beaucoup de monde, de tous les services, etc. Il y a 4 ans, j'avais 35 personnes. Il y a 2 ans, juste avant le Covid, février 2019, la dernière que j'avais faite, non, c'était juin 2019, oui, il y a quelques mois avant le Covid, j'avais 22 personnes et hier, j'avais 8 personnes seulement. Vous voyez, donc on voit qu'on n'a plus le temps de se former, on voit qu'il y a une difficulté de libérer du monde, etc. Donc, on constate que le mental des soignants est en berne aujourd'hui, si je parle du mental en tant que tel, parce qu'il y a une usure mentale, bien sûr. Je vous propose cette idée rapidement. Il y a une usure mentale qui se crée plutôt qu'un épuisement. Voilà, je sais que vous parlez beaucoup d'épuisement à SPS. Moi, je pense que ce terme n'est pas adéquat parce que l'épuisement renvoie à un état finalement, un résultat. Et on ne voit pas le processus qui est cette usure lente du mental, qui est cette fatigue progressive du mental. Vous voyez, c'est un processus. L'usure mentale, c'est notre confiance en nous-mêmes, vous savez, et dans l'avenir, dans la vie, qui s'effrite jour après jour. Vous voyez. Donc, quand on parle d'effondrement, on ne dit pas toujours que c'est une conséquence. On va, bien sûr, l'effondrement est spectaculaire, il va attirer toute l'attention, d'accord. Récemment, vous savez, il y a des craquages dans l'enseignement aussi, où on est soumis à peu près aux mêmes pressions. Récemment, vous l'avez appris peut-être, il y a un enseignant qui a mimé un suicide en classe le jour de l'anniversaire, le jour de l'hommage à Samuel Paty. Vous voyez, il a pris une arme factice et il a simulé un suicide devant ses élèves. Bon, ce qui est quand même tout à fait radical. Donc, l'effondrement, vous voyez, n'est qu'une conséquence finalement ultime et visible d'un lent et insidieux processus d'érosion. D'accord. Vous voyez, l'érosion ne se fait pas en un jour. L'usure du mental, le mental s'effrite. À un moment, quand il est effrité de partout, bien sûr, eh bien, il va éclater. D'accord. Le mental, il va céder sous le poids de toute cette pression accumulée. Voilà. Alors, très vite, je vous montre aussi, vous connaissez certainement ces notions, c'est un rappel, je vais juste les commenter à ma sauce. Euh, vous savez qu'on est friand, on est très friand de termes américains. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui des symptômes comme alors le burn-out, vous le connaissez bien sûr. Alors, je partage, voilà. Vous le voyez, le petit dessin? Alors, l'illustration n'est pas de bonne qualité, je suis désolé. Vous la voyez? On parle des 3 formes d'épuisement, je vais réduire un petit peu. D'épuisement professionnel, vous savez, le burn-out, bon, bien connu, implosion, trop de pression, la pression monte, 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 monte jusqu'à ce que le moteur explose, si je puis dire. Il y a aussi le bore-out, un peu moins connu, qui est le fait de s'ennuyer, le fait en fait comment dire, de ne plus trouver d'excitation, d'intérêt à son travail. Voilà, c'est un épuisement par l'ennui. Et on a ajouté récemment, vous savez, le brown-out. Ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas besoin de le dire en anglais. Pour moi, le brown-out, c'est la désaffection, le désengagement. C'est peut-être la chose la plus sévère, je trouve, c'est la perte du sens de ce qu'on fait, la perte du sens de qui on est. Vous voyez. Voilà comment je pourrais commenter le brown-out. Alors, j'en viens à mon dernier moment pour ne pas être trop long, pour qu'il y ait une petite discussion si vous le souhaitez. Cette usure mentale progressive, donc ce mental qui n'arrive plus à s'appuyer sur son corps pour encaisser cette pression, mais qui la vit de manière frontale, de manière très douloureuse, eh bien, la sollicitation nerveuse ici est constante et excessive. Alors, vous savez par exemple que, ça c'est des choses montrées par les neuroscientifiques, vous savez par exemple que le bombardement d'images que nous subissons, les jeunes aussi bien sûr, va au-delà des capacités de notre entendement, de notre cerveau à encaisser ces images. Donc vous voyez, nous sommes saturés littéralement, saturés nerveusement, presque en continu je dirais, saturés constamment d'images. Et j'ai appris tout récemment, vous savez que notre cerveau voit 13 images par seconde, le cinéma, c'est 24 images par seconde. J'ai appris récemment que les jeux vidéo peuvent monter jusqu'à 300 images par seconde. Vous voyez. Donc, une accélération de l'image qui est certainement très excitante pour un jeune esprit, qui est très stimulante, mais justement qui l'hyperstimule, qui le fatigue en fait nerveusement, qui diminue les capacités justement du mental à se régénérer. Vous voyez.
Donc, il y a des causes typiquement de notre époque, vous voyez, en dehors des problématiques du soin, qui sont l'accélération de toute chose, qui a été beaucoup commentée dans la littérature, vous savez, Hartmut Rosa, etc. L'accélération de toute chose, l'hyperstimulation sensorielle, alors on retient, si vous voulez, simplement l'hyper-érotisation. Mais moi, je parlerai d'hypersensorialité de manière générale, c'est-à-dire les sens sont mis à rude épreuve, les sens sont surstimulés, euh, ce qui provoque cette usure mentale continue. Alors, voilà pour le constat. Terminons par des propositions positives, bien sûr. Quel remède, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure sur téléphone portable, etc. Quel remède peut-on proposer pour être positif un petit peu, pour retrouver cet équilibre perdu, ce mental sain dans le corps sain? Quel remède pourrait-on proposer? Alors, je pense qu'il y a une approche qui est maladroite en Occident, par mauvaise compréhension justement de la philosophie hindoue notamment. C'est-à-dire, prenons le yoga par exemple, bon, qui est une pratique, vous savez, je ne dirais pas exclusivement féminine, mais très largement féminine, d'une tranche d'âge particulière, etc. On le voit aujourd'hui, il y a eu un livre là-dessus récemment sur la dénaturation des concepts hindous. On voit le yoga essentiellement comme quelque chose d'apaisant, remise en forme, voire comme du sport, ce qui est une aberration absolue, comme quelque chose qui me fait me sentir bien dans ma peau, etc. Or, le yoga, et vous voyez, on revient au point de départ, on revient à Mensana Incorpore Sana. Or, le yoga, comme vous le savez certainement, n'est pas du tout du sport, c'est une discipline de l'éveil. Le yoga, le but du yoga, depuis Patanjali, depuis l'origine du yoga, c'est le déconditionnement, c'est-à-dire justement nous débarrasser des samskaras, nous débarrasser de nos projections mentales. Le but, vous voyez, l'hindou part de l'idée que nous traînons avec nous des bagages non désirés du passé, vous voyez. Nous traînons des résidus mentaux indésirables, des invités indésirables qui viennent polluer mon mental. Et donc, il s'agit, par la méditation assise, vous le savez, ça a été repris par le zen, que je connais encore mieux que le yoga, c'était repris par le zen, cette idée qu'il faut se détoxifier mentalement, mais comment? En passant par le corps, vous voyez. Alors, ce qu'on fait, peut-être aussi à la maison des soignants, hein, je voulais faire cette remarque incidente, ce qu'on fait lorsqu'on propose de la sophrologie, de la méditation, de la relaxation, est-ce que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du complexe corps-esprit? Ou est-ce qu'il n'y a pas cette inflexion occidentale sur le corps un peu séparé du mental? Vous voyez, voilà, je profite incidemment pour faire cette petite critique, cette petite remarque, mais dans l'esprit hindou, dans l'esprit du zen japonais, la méditation assise n'est pas du sport, n'est pas de la relaxation, c'est une œuvre active de déconditionnement. C'est-à-dire, le zen dit par exemple, vous connaissez peut-être cette formule de Deshimaru. Deshimaru Taizen, c'est le moine japonais qui est venu en France dans les années 60-70 pour transmettre le zen. Il a eu beaucoup d'adeptes et il parlait mal le français, mais il est l'auteur de mots célèbres comme nous sommes tous égaux, EGO, vous voyez, et il faut se débarrasser de l'ego. Deshimaru disait, lorsqu'on est en zazen, en méditation assise, vous savez, face au mur, donc l'idée c'est de se couper de la stimulation, vous voyez. On va évidemment pas se mettre, comme dans le yoga occidental aujourd'hui, face à la lumière, face à la mer, face au soleil. Enfin, je dis pas que c'est ridicule, mais c'est pas du tout dans l'esprit du yoga ou du zazen. Mais on va se mettre face à un mur, sur un coussin tout simple, vous savez, le dos droit, etc. Il y a des contraintes qui sont physiquement assez exigeantes, assez dures, c'est pas du tout relaxant. C'est au contraire très éprouvant physiquement. Et là, on va activement se débarrasser de ces soucis. Vous voyez? Et Deshimaru dit, on regarde alors nos soucis passer dans le ciel comme des nuages. Vous voyez, nuages, taxe d'habitation, nuages, conseil de l'ordre, nuages, voilà. Nous les voyons passer sans nous y attacher. Vous voyez, nous sommes ici en train d'évacuer les kystes de notre mental. D'accord? Nous évacuons les kystes de notre mental. C'est pas pour se sentir en forme, comme quand on fait du yoga entre amis ménopausés, n'est-ce pas? C'est pas pour être bien dans sa peau, c'est pas l'objet, vous voyez. L'idée, c'est pas pour faire du sport. L'idée, c'est qu'on est dans la réconciliation ici, immédiate du corps et de l'esprit. C'est par le biais du corps qu'on libère le mental, de tout ce qui l'emprisonne et qu'on se réconcilie avec lui. D'accord? Vous voyez? En Occident, on est encore loin. On est encore loin, vous savez, de cette unité corps-mental, parce que, comme le disait Michel Fromager,
C'est un auteur qui a écrit sur corps, mental, esprit. Comme le disait Michel Fromager, regardez juste la disposition des lieux en Occident. Vous avez des lieux réservés au sport, des gymnases, des salles de sport, des salles de muscu, etc. Et vous avez à côté des lieux faits pour l'étude, où évidemment on ne va pas faire de sport, on ne va pas manger. Il y a un interdit, vous savez, qui est grotesque à nos étudiants, qui est de ne pas manger dans leur salle de classe. Or, ils n'ont pas le temps d'aller manger dehors, ou souvent, ou il fait trop froid l'hiver pour manger dehors, etc. Voilà. Donc, il y a cette dichotomie, ce dualisme, activité du corps, activité de l'esprit, qu'on sépare par tradition. Donc, en cherchant à satisfaire d'un côté le corps et de l'autre côté l'esprit. Par exemple, je vais faire ma séance de sport, voilà, j'ai fait mon sport de la semaine, et puis je vais me détendre devant un bon film ou je vais prendre un bon bain, et là, je soigne mon esprit. Vous voyez, on le fait séparément. On soigne le corps, puis l'esprit. Voilà, il y a toujours cette mentalité qui est très, très ancrée en nous. Donc, en conclusion, je dirais, le but de mens sana in corpore sano, c'est de réconcilier, bien sûr, déjà depuis Juvénal, le corps et le mental, qui sont abusivement séparés, qui se tournent le dos quelque part, enfin surtout le mental qui tourne le dos au corps, vous l'avez compris, et qui fait souffrir du coup le corps. Les symptômes du mental, bien sûr, rejaillissant sur le corps. Ok. Euh, cette idée que ce n'est pas de la médecine psychosomatique ici, c'est simplement que ce qui affecte le mental affecte bien entendu évidemment le corps. Je donne juste un dernier exemple là-dessus et je conclus. J'avais assisté il y a quelques années, j'avais participé à un colloque sur le handicap psychique. Et ma première remarque, c'était de dire, moi, je ne comprends pas handicap psychique, parce que le handicap psychique entraîne évidemment un handicap physique. Le handicap psychique, il se voit d'abord, il se voit dans l'attitude physique de la personne, vous savez bien. Et je disais inversement, le handicap physique, par exemple un handicap moteur advenu, entraîne évidemment des troubles psychiques. Il n'y a pas d'étanchéité entre le physique et le psychique. Évidemment, le handicap ne s'arrête pas aux portes du corps, bien entendu. Il affecte aussi le mental, évidemment. Il affecte gravement. Donc, vous avez ici la nécessité de penser les choses ensemble et plus séparément. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez compris, le corps et le mental ne sont pas séparés. Même le fait de les distinguer n'est que par commodité. Vous voyez, c'est pour définir un peu des choses différentes. Vous savez comment le corps peut jubiler, par exemple dans la danse, par exemple dans le rire. Le rire, comme la nourriture tout à l'heure avec Swedenborg, le rire ou la danse sont des exemples de parfaite unité, parfaite harmonie du corps et du mental. Vous voyez, dans la danse ou dans l'oubli de soi, dans l'oubli de l'ego, lorsqu'on a tranché l'ego, comme dit Deshimaru, eh bien, on est dans cette interdépendance étroite, naturelle du corps et du mental. Voilà, je vous remercie.